Alors, bonjour. Effectivement, écoutez, je suis là au ministère depuis 3 jours, mais je connais très bien les soins palliatifs dans mes fonctions antérieures. C'est un dossier que je coordonnais sur le territoire de la capitale nationale, autant au niveau régional qu'au niveau du CIUS en tant que tel. Donc, j'étais là au tout début. Alors, et puis, je m'intéresse beaucoup aux clientèles fragiles qui vivent des transitions. Donc, écoutez, ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Vraiment, vraiment, en tout début de mandat, parce que je vais vous écouter une participation citoyenne, une participation vraiment à peu près 120 personnes. Ce que je vais vous présenter, je l'ai vécu dans le CIUS. En fait, qu'est-ce que le ministère a fait, un peu les réalisations après l'adoption et la mise en vigueur de la loi, et plus particulièrement sur les directives médicales anticipées, et puis les enjeux, puis ce qui s'en vient. Donc, ce que je vous propose, je vais te demander, Andréane. Donc, on va regarder ces réalisations-là. On va regarder ensemble les constats, les enjeux, puis qu'est-ce qui est à venir. Puis moi, bien, mon objectif avec vous aujourd'hui, assurément, c'est de vous entendre, c'est d'échanger avec vous parce qu'on a déjà des éléments qui sont en place, mais qui doivent se bonifier assurément pour répondre aux besoins assurément parce que c'est important, les directives médicales anticipées. Ça va être important de remplir votre formulaire, même si ce n'est pas parfait. C'est quand même assez jeune tout ça actuellement. On se rappelle que la loi est en vigueur depuis 2015, alors on est en 2018. Donc, on y va avec les réalisations. Donc, ce que le ministère a fait dès 2016 est allé vraiment dans un plan... Bien, c'est un caractère sensible quand même. La loi qui était en vigueur, et puis, si on parle des directives médicales anticipées, est allé vraiment avec un plan une stratégie de communication en 2 phases. Une première phase était vraiment d'informer de manière générale, là, vraiment tout ce qui touche la loi en tant que telle. Je ne vous cacherai pas, ce qui a pris beaucoup de place dans ces premières années-là, c'est l'aide médicale à mourir. Malgré que la loi, c'est la loi sur les soins palliatifs et fin de vie, et bien sûr, ça inclut les directives médicales anticipées. La deuxième phase était d'informer encore mieux là, sur les directives médicales anticipées. Donc, c'était vraiment le message qu'on voulait passer, c'est votre vie, vos volontés, vos directives anticipées. Donc, il y a eu un ensemble de moyens qui a été mis en place. Donc, si on regarde ce qui était visé, la clientèle, vraiment la clientèle adulte québécoise, on a mis l'accent sur les personnes de 50 ans et plus. L'objectif était vraiment de faire connaître l'existence de ces DMA-là, leur avantage, inciter les gens à s'informer sur ce sujet-là. On a pris différents moyens. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu ça? Levez donc la main ceux qui l'ont vu. Ah, alors, il n'y a pas eu une grande imprégnation, hein? C'est ça qu'on veut dire. Donc, le résultat était très mitigé de cette campagne de communication-là. Il y a différentes raisons à ça. Donc, il y a différentes raisons qui nous ont amenés, on va le regarder tout à l'heure, ces constats-là, sur les moyens de communication qu'on y a pris, parce qu'il y en a eu plusieurs, le site web, la télévision, les journaux, les dépliants. Ça a été diffusé dans toutes les GMF, ça a été diffusé à tous les professionnels, ça a été mis dans les salles, on souhaitait que ça soit mis dans les salles d'attente, dans les GMF, dans les urgences, partout où vous circulez, finalement, lorsque vous avez besoin de soins. Et puis, bien, ça n'a pas eu l'effet escompté. Donc, il y a eu aussi la diffusion d'une formation. Il y a eu un premier volet, un volet 1, qui était important, une formation qui a été vraiment sur tout le territoire de la province sur la loi, sur l'aide médicale à mourir, sur les DMA, sur la sédation palliative en continu. Donc ça, il y avait un ensemble de petites capsules et puis aussi de formations. J'en ai fait aussi conjointement avec un médecin en soins palliatifs où on a fait vraiment le tour sur le territoire pour venir expliquer. Et puis, je vous dirais, quand on a fait le tour à ce moment-là, en tout cas sur le territoire capitale nationale, était vraiment autour de l'aide médicale à mourir. Et puis là, on commence à voir émerger, heureusement, tout ce qui se touche la DMA, les directives médicales anticipées. Donc, si on regarde nos enjeux,
Donc, on a aussi, par rapport au DMA, et j'étais la première à soulever au ministère, lorsque j'étais à CIUS Capitale Nationale, qu'on avait une problématique importante avec les DMA, une problématique avec le registre, une problématique sur la mécanique, une problématique de communication avec nos médecins aussi. C'est pas facile à rejoindre. Et puis, la façon dont les médecins devaient s'inscrire pour avoir accès au registre. Ils avaient 24-48 heures pour changer leur mot de passe. Alors, imaginez, nos médecins d'un GMF un peu partout, c'était pas convivial, tout ça. Donc, ces enjeux-là, c'était vraiment de partir un groupe de travail qui avait différents représentants pour examiner et en faire des recommandations pour améliorer vraiment les problématiques liées au registre. Donc, ils ont travaillé de avril à décembre 2017. Donc, ce qu'ils ont soulevé, les problématiques, c'est l'inscription au registre, le manque de connaissance de la population. Vous apprenez rien, là. Okay? Le manque de connaissance des professionnels, des médecins, des infirmières, des notaires. Le site web de la Régie de l'assurance maladie était difficile à consulter pour aller vraiment avoir de l'information, difficulté à rechercher l'existence d'une DMA lors de l'arrivée d'un patient à l'hôpital. C'est pas terminé. Plusieurs sorties médiatiques sur le fait que les professionnels de la santé de certains établissements ne consultent pas le registre en tant que tel. Donc, il y a un processus à mettre en place dans les établissements, assurément. Et il y a une directive à cet effet qui est partie vraiment pour rappeler, c'est une obligation d'aller consulter le registre des DMA. Une mauvaise compréhension de ce que c'est, les DMA, une ambiguïté liée à tout ce concept-là, et puis de le démêler avec le mandat de protection. On a eu une présentation tout à l'heure à cet effet. Plusieurs publics cibles là, qui ne se sentent pas concernés en tant que tels par rapport au DMA. Donc, ça, c'est le groupe de travail qui a soulevé, puis il y a eu des actions qui ont été mises en place pour améliorer la mécanique, pour améliorer l'accès. Si je regarde sur un territoire, dans le CIUS Capitale Nationale notamment, ce qui a été fait, c'est des tournées, notamment dans toutes les GMF, donc avec les responsables des DMA sur le territoire, avec les médecins aussi qui sont très, très impliqués en soins palliatifs pour aller expliquer. Et puis, on a ajouté aussi des ressources, puis on a allégé la mécanique pour vraiment que les médecins puissent s'inscrire au registre en tant que tel et puis aller le consulter. Donc, les actions à venir, donc pour 2018-2019, donc on est déjà, moi j'arrive déjà avec un plan d'action, là, donc le ministère était déjà en action pour d'autres stratégies de communication, professionnels du réseau, évidemment, qui sont ciblés, qui œuvrent auprès des personnes en perte d'autonomie. Puis là, on va cibler les 55 ans et plus. Bon, 50, 55 ans. En tout cas, on va cibler des personnes qui sont à un moment où ils ont fait une démarche et puis qui auraient besoin de vraiment préciser des choses en lien avec des soins, qui souhaitent leur volonté dans des soins selon les situations qu'on a présentées. Donc, nos partenaires avec lesquels on travaille, évidemment, l'ARAMQ, tous les partenaires du réseau, des comités qui en relèvent, donc il y en a quand même plusieurs. Vous savez, sachez qu'on a un comité vraiment de répondants. Donc, à toutes les 5 semaines, on est en lien avec tous les répondants de tout le territoire. Donc, c'est moi qui va animer cette conférence, ces conférences téléphoniques-là, qui nous permet d'être plus de proximité avec tous les territoires et puis de bien saisir là, les communications de part et d'autre dans ce qui se veut, à mon avis, un mouvement beaucoup plus itératif, un va-et-vient entre qu'est-ce qui se passe puis qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer. Les ordres professionnels, les fédérations médicales, évidemment. Donc, rappeler aux professionnels l'existence et l'obligation de consulter. C'est un élément qui est important, puis je vous dirais que j'ai consulté les statistiques de tout le territoire, puis on a vraiment des territoires qui sont sur la coche. Et écoutez, ça a consulté beaucoup. Donc, ça veut dire qu'ils ont mis des processus en place. Quand les personnes arrivent dans une urgence, systématiquement, on consulte le registre des DMA, savoir ce qu'il y a des volontés qui sont là.
donc dans toutes les urgences, dans les cabinets. Donc, on voit qu'il y a des régions qui ont vraiment avancé très, très bien. Puis d'autres, bien, il y a place à amélioration. Puis je vous dirais, CIUS Capitale-Nationale, on a aussi vraiment amélioration. C'est ce que j'ai constaté. Rappelez que ce sont les DMA, ce que c'est les DMA, donc à la population, sensibiliser la population à l'importance de le faire. Alors, vous allez être des agents multiplicateurs. OK, pour vous-même et pour tous les gens, tout votre réseau autour de vous. Je pense que vous devenez des agents extrêmement importants. Poser des questions aux professionnels de la santé, poser des questions à vos médecins. Même si c'est 15 minutes, c'est important de poser les questions. Et puis ça, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça pour les rendre encore plus accessibles. Des exemples de moyens, les sites web, bonification, que ce soit beaucoup plus convivial. Parfois, on cherche beaucoup. Placement dans la bannière, des boutons, on le roule, puis on rentre sur le site, puis on pèse sur le bouton, puis on arrive directement dedans. Qu'on ne fasse pas un ensemble de sous-menus, là, et puis là, on s'y perd. Avec nos différents partenaires aussi, donc que ce soit sur du réseau, le Collège des médecins, l'Ordre des infirmières et ainsi de suite. Communication avec le réseau, on parle d'infolettes, mais il y a des conférences téléphoniques. Ça, on se parle. On se parle aux 5 à 6 semaines. Des communications, justement, avec les répondants, des répondants en communication avec les établissements. Donc, on est beaucoup en contact pour aller voir ce qui se passe. Et puis, des suivis, quand ça nous rentre un peu les statistiques autour de ça, bien, il se passe quoi? Et c'est surtout de voir, bien, y a-t-il besoin d'aide? Puis, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer? Puis, de travailler étroitement avec les DSP, les directeurs des services professionnels, avec lesquels ils travaillent avec les médecins, puis les directrices des soins infirmiers dans les établissements, qui sont des acteurs clés là, qui vont nous aider puis trouver des chemins pour améliorer. Capsules animées, affiches, dépliants. Ça prend plusieurs moyens pour rejoindre. Alors, pour certains, peut-être que vous, c'est le web, peut-être que vous, c'est une explication verbale, peut-être que vous, c'est un dépliant explicatif. Donc, ça nous prend plusieurs moyens, des placements publicitaires qui vont être mis en place et des brochures d'information. Donc, on aura à remettre là, disponibles tous ces dépliants-là qui ont été faits, qui sont très bien faits en passant. Et puis, je vous dirais que moi, le message que j'ai à passer, oui, un ensemble d'explications pour informer, mais ça se passe beaucoup dans le dialogue, qu'on doit essayer de comprendre et ce qu'on va essayer de faire tout à l'heure. Donc, est-ce que j'ai été correcte? Super. Alors, merci.